Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le 27 avril 2018 a été commémoré le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et ce 10 mai sera célébré en France la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Mais quelle résonance ont ces commémorations pour l'Afrique et les Afro-descendants? Quel rapport devons-nous avoir avec ce passé difficile, ce passé douloureux? Quelle est véritablement la profondeur des traumatismes engendrés par l'esclavage? Comment faire face à ce passé qui hante encore l'Afrique et les Afro-descendants? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux universitaires et pas des moindres. Professeur Bemba Bong, vous êtes à la base juriste publiciste, vous êtes spécialiste des razzias négrières, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'ai ici avec moi, Réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine, publié aux éditions Dagan. Mais vous avez écrit un livre encore plus intéressant, Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe, publié aux éditions Dagan. Dans ce livre, professeur, vous avez tenu à restaurer une vérité historique. Vous avez voulu répondre à la question, les Africains ont-ils vendu leurs frères africains? Et votre réponse, c'est non. Les Africains n'ont pas pu vendre leurs frères africains. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Louis Jochetin, vous êtes vous aussi universitaire, vous êtes auteur de ce livre Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, publié aux éditions Stock. Vous avez un combat, je dirais même un triple combat, celui contre l'oubli, parce que c'est très important pour vous que la mémoire de l'esclavage soit préservée, qu'on n'oublie jamais que ce crime a existé. Puis le deuxième combat, c'est celui d'une reconnaissance effective de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité. Le troisième, c'est celui justement de la réparation. Merci Louis Jochetin d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est se souvenir de ce pan de l'histoire de tout un continent qui a vu partir des millions de ses fils. Mais c'est aussi s'interroger sur ce que nous faisons de ce passé, sur notre rapport à ce passé. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Au XVe siècle, l'histoire de l'humanité sera à jamais marquée par la traite des Noirs. Entre 10 à 12 millions d'Africains réduits en esclavage vont être acheminés en Amérique, où ils vont travailler dans les plantations. Un événement qui a marqué de façon particulière le cours de l'histoire de tout un continent, le continent africain, au nombre actuel de 54 pays au total. Très tôt, les pays européens ont eu un fort désir de s'approprier davantage de territoires et de richesses. Ils ont lancé des expéditions pour découvrir de nouvelles terres à exploiter et à coloniser. Leur boussole les oriente vers le continent africain. Objectif, y prélever ces bras valides. Un projet qui ne va pas se réaliser sans violence. L'Afrique sera ainsi démographiquement anéantie. Les Européens ont embarqué durant plus de 3 siècles sur leurs bateaux négriers les Africains les plus forts et les plus vigoureux. C'est le début d'un commerce inhumain qui va vider le continent de ses fils les plus valides et les plus robustes pour d'autres destinations, les États-Unis, les îles des Antilles, le Brésil ou Haïti. Les esclaves provenaient essentiellement de la Gambie, du Sénégal, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Dahomey et du Nigeria. Issu donc de la pratique de la traite négrière sur les côtes de l'ancien royaume du Dahomey, du territoire qui est devenu le Bénin actuellement. C'est des sites, en fait c'est des sites où la traite a été pratiquée. Et nous avons différents types de sites. On a des sites où les esclaves sont, disons, attrapés, collectés. On a des sites où on les a parqués. Et on a des sites où les esclaves étaient marqués au fer, triés, pour être vendus sur un marché d'esclaves, puis ensuite embarqués vers les Amériques ou le Nouveau Monde, de façon générale.
L'esclavage a eu des impacts considérables, des bouleversements sociaux, culturels, économiques, idéologiques et même politiques. Une tragédie humaine qui mérite, selon certains, d'être qualifiée de génocide. Pour moi, on peut parler de génocide, ce qui s'est passé en Afrique, parce que le colonisateur, lorsqu'il est venu, il a voulu nous imposer sa domination en passant par la terreur, en détruisant des villages entiers, en tuant les résistants, en imposant, sa force sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan religieux. Donc il a voulu effacer l'homme africain avec toutes ses valeurs, avec toute sa culture. On ne peut parler que de génocide. Le génocide n'est rien d'autre que l'extermination d'une communauté ou d'une culture. Selon certains historiens, plus de 400 millions d'Africains auraient quitté le continent, ce qui fait de cette traite la plus grande déportation de tous les temps, qui a laissé un traumatisme toujours palpable. Le dépeuplement du continent africain de ses bras les plus valides est la première et la principale conséquence directe de la traite négrière. Lorsqu'on parle de 400 millions, on fait état du travail qui a été réalisé par l'épouse de Cheikh Anta Diop, Maïs Diop, dans le calcul donc sur la période historique des victimes au sens global des razzias négrières et de l'esclavage. Là, on ne parle pas simplement des gens qui ont été déportés, on parle depuis la mise en place des razzias sur le continent, de la totalité des victimes et y compris, je dirais, du gouffre démographique que ça a engendré au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que nous parlons de 400 millions. Maintenant, ce qu'il faut voir dans ce récit, c'est que vous avez une guerre qui est déclarée de façon unilatérale par les Européens à l'Afrique. Nous sommes dans une situation de rapport de force totalement inégal, puisque très tôt, on voit arriver sur les côtes africaines des comptoirs, des châteaux forts, et c'est à partir des châteaux forts qu'on va véritablement, que les Occidentaux vont organiser de façon donc à grande échelle cette déportation massive. Démographiquement, culturellement, économiquement et même politiquement, le continent africain a encore du mal à se remettre de ce qui est encore considéré comme la pire des tragédies de l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui est du récit. Alors, messieurs, nous abordons une problématique très vaste et très complexe. Nous allons essayer de circonscrire notre débat autour de quelques points pour tirer meilleur profit donc de notre émission. Professeur, dans votre livre « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe », vous avez tenu à battre en brèche ce que vous appelez la falsification de l'histoire. Et vous dites l'Africain de cette époque-là ne peut pas avoir vendu d'autres Africains. Quelle est pour vous l'importance de cette vérité? Oui. D'abord, ce qu'il faut remarquer sur l'histoire de notre peuple, c'est que nous sommes le seul peuple au monde dont les autres écrivent l'histoire. Les Africains n'ont jamais écrit leur propre histoire. C'est ceux qui viennent les agresser qui écrivent cette histoire. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons utiliser une sorte de terminologie. Il ne faut plus dire la traite des Noirs. Parce que dans la traite, il y a comme un commerce. Des gens qui ont... C'est ce qu'ils veulent faire croire d'ailleurs, puisqu'on nous dit que les rois africains vendaient les gens sur les côtes. On ne sait pas sur l'invitation de qui. On ne sait pas avec quel montant on les a payés. Il faut dire les razzias négrières transatlantiques. D'accord. Donc, expliquez-nous, professeur, comment se déroulaient alors très rapidement ces razzias et qui en étaient les auteurs? Oui, il se trouve que les Occidentaux, j'aurais pu vous lire les textes de Pigafetta. D'abord, vous voyez que l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui, le continent africain n'a pas connu ce système d'exploitation des hommes ou de leur utilisation. Je rappelle que les Slaves qui sont ici en Europe, le nom de Slave vient des slaves. Ça veut dire que l'Europe a toujours été un pays négrier. Un continent esclavagiste. De la même manière, Rome, on connaît l'histoire de Rome, la Rome antique, et ainsi de suite. Bon. De la même manière que les Arabes, c'est un peu les enfants d'Abraham, c'était leur façon d'aller chez les autres et d'aller les exploiter. Bon.
Alors, à partir de ce moment, il est arrivé que les Occidentaux se rendent compte qu'ils avaient affaire à un continent qui devait se développer. Ils sont en train d'exterminer les Caraïbes, là où on connaît aujourd'hui la Martinique, la Guadeloupe et tout ça. Oui. Et ils ont besoin d'une main-d'œuvre gratuite. Bien. Et il se trouve que l'Afrique, oui. Et c'est là que nous avons une réflexion, nous aurons une réflexion à faire sur l'excès de spiritualité de l'Afrique. Ils vont sur un continent. Il y a même des gens qui pensaient que quand les Européens venaient en Afrique, c'était des frères, des hommes, des êtres humains qui avaient faim. Parce qu'on ne comprend pas qu'ils quittent leur continent pour venir débarquer sur les côtes. On a cru que c'est la famine qui les ramenait. De telle manière qu'il y a des scènes où on les recevait même, on les logeait, on les nourrissait. Alors l'hospitalité africaine, voilà. telle qu'on la connaît. Alors, mais la question porte sur la logistique, l'opérationnalisation de ce que nous avons appelé après crime contre l'humanité. Vous dites, ils ont pris tout le monde de force et pendant les 3 siècles et demi, jamais des Africains n'ont pu capturer d'autres Africains qu'ils ont vendus. C'est ce que vous avez tenu à restituer comme vérité historique dans ce livre. Mais tout à fait. Je rappelle que pour que nous sachions, pour que les Africains comprennent ce qui s'est passé, nous devons savoir comment fonctionnaient les institutions en Afrique. Pré-esclavagistes. Pré-esclavagistes, comme on dit. Bien. Parce que les rois africains, contrairement à ce qu'on croit, oui. il y a Diodore de Sicile, qui le dit très bien, le roi était d'essence divine. Et contrairement à ce qu'on croit, le roi africain n'était pas un homme aussi puissant au sein de son peuple, parce qu'il avait la responsabilité de s'occuper de son peuple. Et lorsqu'il prenait le pouvoir, il était presque nu, pour qu'on lui fasse comprendre qu'il est là pour s'occuper de son peuple, et non comme le roi Soleil, qui vient, qui domine tout le monde. Dès qu'il entre quelque part, tout le monde doit se courber. Mais professeur, il y avait des conflits, des guerres entre royaumes en Afrique précoloniale, non? Pour le moment, on ne nous a pas démontré où ces guerres-là ont eu lieu. Bien. D'accord. Et quelles conséquences elles ont eues. D'accord. Alors, mais très rapidement, professeur, on pourrait vous dire, qu'importe, le mal est fait. Oui. Qu'importe qui a vendu qui ou qui a été complice de qui ou qui est victime ou acteur, le mal est déjà fait. On pourrait vous dire que finalement, ça n'a pas grande importance de savoir si les Africains ont participé activement, directement et de façon volontaire à la traite ou pas. Vous avez dit qu'il ne faut pas parler de traite et vous avez raison. On dira au crime de l'esclavage ou pas. Vous pensez que c'est important cette vérité historique-là? Professeur. La première chose est que nous devons savoir qu'il ne faut pas accepter n'importe quelle terminologie. D'abord, je rappelle que ce que l'on ne sait pas, c'est que l'océan Atlantique est le plus grand cimetière de cette planète. Vous l'avez dit, effectivement. Bien. Parce que on nous dit, ceux qui écrivent notre histoire, il y en a qui vont dire il y a eu 10 millions d'habitants qui sont partis. Je rappelle, il y a un de nos compatriotes qui l'a rappelé tout à l'heure sur le travail de la femme de Cheikh Anta Diop, sur la base de la démographie comparative. Oui. Il est parti rien que du Congo, de l'Empire du Congo, parce qu'on ne le cite pas. Il y a un ouvrage qui en témoigne, un homme d'église, 14 millions d'habitants. Rien qu'à partir du Congo. Oui. Mais professeur, ça c'est ce qui est du fait, c'est ce qui est du récit. Nous reviendrons et vous nous direz tout à l'heure les conséquences, l'impact de ce drame sur encore l'Afrique d'aujourd'hui. Louis, Georgetin, on le voit, le rapport est très compliqué que les Africains et les Afro-descendants ont à se passer. Quelle doit être la pédagogie aujourd'hui? Comment doit-on se positionner par rapport à ce passé? Que peut-on faire pour dépassionner le rapport à ce difficile, à ce douloureux passé? La pédagogie, déjà, c'est la vérité. Sur toute cette histoire, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits. Il y a donc ce que j'appelle du révisionnisme de masse.
Par exemple, on nous dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Déjà, je dis c'est faux. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est 3 crimes contre l'humanité. En même temps. Il y a d'abord des massacres coloniaux. Les négriers eux-mêmes le disent, pour avoir un esclave vivant, il faut tuer entre 2 et 5 personnes. Parce que bien sûr, les gens ne se laissent pas attraper comme des moutons. Ils se battent pour se défendre eux-mêmes, pour défendre leurs femmes, les maris, les enfants, les amis, les parents. Donc, il faut déjà considérer... Il y a eu de la résistance. Hein. Évidemment, évidemment. Donc, il faut déjà considérer que les premières victimes sont des Africains morts en Afrique. Et ça, c'est des massacres coloniaux, c'est un crime contre l'humanité. Premier crime. Premier crime. Ensuite, les gens qui sont déportés à travers l'Atlantique ou alors vers l'Est, ça c'est un deuxième crime. La déportation, c'est un crime contre l'humanité. Et puis troisième crime, la réduction de l'esclavage dans les territoires des Amériques ou de l'océan Indien. 3 crimes, c'est pas la même chose qu'un seul crime. C'est vrai. Lorsqu'on nous dit, par exemple, l'esclavage a été aboli en 1848 en France, on va se recueillir devant la tombe de Victor Schœlcher, comme M. Macron l'a fait récemment. Oui. Mais c'est faux. Puisque lors de la seconde vague de colonisation qui commence au XIXe siècle, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, il y a 2 vagues. Une première vague qui commence avec la soi-disant découverte du Nouveau Monde et qui se termine officiellement au XIXe siècle. Et puis une deuxième vague qui commence au XIXe siècle, 1830 l'Algérie, puis le Maroc, le Sénégal, le Congo, l'Indochine, jusqu'aux années 60, 1960. Eh bien, là aussi, on a remplacé l'esclavage colonial par une colonisation esclavagiste. Ce qu'on appelle le travail forcé. Le travail forcé. Le travail forcé dans nos colonies a tué autant de gens. Que pendant l'esclavage. Que pendant l'esclavage en France, dans les colonies françaises. Ça a duré moins longtemps, mais c'est sur un territoire très très vaste. Ça veut dire que cet esclavage nouveau, déguisé, qui a été dénoncé comme tel par des Français, par Comment le régime. Ce mensonge et cette falsification de l'histoire? C'est quelque chose de très récent. C'était à l'Assemblée, c'était dénoncé à l'Assemblée nationale en France. Par exemple, le Congo-Océan. Le Congo-Océan a été dénoncé. En RDC, on sait effectivement les millions, peut-être 10 millions de morts avec les mains coupées. Léopold dit « je vais combattre l'esclavage organisé par les Arabes » et il tue plus de gens que les Arabes. Et cela a continué jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc on nous dit oui, c'est une histoire ancienne, Colbert, tout ça. C'est pas aussi ancien que ça. Tout ça a duré, en France en tout cas, jusqu'en 1946, date de la loi Houphouët-Boigny, le député de la Côte d'Ivoire, futur président, et même dans d'autres territoires, ça a duré jusqu'aux années 60. Donc déjà, établissons les faits. Ce n'est pas un crime, c'est 3 crimes. C'est pas 1848, c'est 1946. Et il ne faut pas oublier, il faut toujours le rappeler et même l'enseigner. C'est cela qu'il faut enseigner, aux enfants. Et c'est cela que les gens ne savent pas. Oui. Et quand M. Macron va... Il est peut-être ignorant, mais quand même, il va se recueillir devant la tombe de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, le pauvre, n'a rien aboli. Lui-même, quand il était sénateur de Paris à la fin de ses jours, il disait « Nous sommes en train de recréer ce que nous avions nous-mêmes soi-disant aboli. » Je le sais bien, c'est moi qui avais signé le décret Schœlcher. Donc Schœlcher lui-même dénonçait le travail forcé. Donc vous voyez, ça c'est une histoire beaucoup plus récente et dont on parle encore moins. Donc c'est une histoire mondiale. Le professeur a raison de ne pas dire, de dire ce n'est pas une traite. Moi, c'est ce que j'appelle la première guerre mondiale. C'est Car ça. Des gens qui sont des commerçants, qui débarquent sur les côtes de l'Afrique avec des canons, des fusils, ce ne sont pas des commerçants. La traite, c'est des traités, ça suppose effectivement un accord. Des gens qui arrivent pour faire des traités avec des fusils et des canons, ça s'appelle des bandits, c'est la première guerre mondiale. Et vous avez raison. Alors, professeur Bemba Pong, dans votre livre « Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe », vous évoquez plusieurs concepts. Vous parlez de mémoire génétique, vous parlez de phénomènes dynamiques, vous parlez de méta-bloquants, mais vous parlez surtout de quelque chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est le conditionnement subliminal. Et pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, vous dites, quand tu dis à ton enfant qu'il est bête et un idiot, quand il va grandir, il sera de toute façon bête. Il sera bête. Et vous ramenez à l'Afrique, vous dites, à force de répéter à l'Africain qu'il est pauvre, inférieur et incapable, vous pensez que les Africains ont fini par l'intégrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont assis sur d'immenses richesses qu'on ne trouve nulle part au monde et ils commandent l'aide au développement. Mais tout à fait. Je vais relever pour aller dans le même sens que le compatriote. Il y a même une guerre plus récente sur laquelle les livres sont en train de sortir. La France a mené au Cameroun une guerre qui a commencé dans les années 50 et qui a fait
peut-être que des millions de morts. Et on ne le sait pas. Le Cameroun est le pays qui a tenu tête à la France parce que le Cameroun réclamait son indépendance. Et jusque dans les années 60, les massacres continuaient au Cameroun. C'est cette guerre qui a fait partir beaucoup de jeunes Camerounais. Bon, pour revenir à la mémoire génétique, oui, expliquez-nous dans quelle mesure, dans quelle proportion les descendants des esclaves ou les descendants de ceux qui ont été victimes de l'esclave perpétuent ce complexe d'infériorité qu'on a inoculé à leurs ancêtres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'abord, nous n'écrivons pas notre histoire. Bien. Lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique, c'est comme si avant l'arrivée de l'Occident, et c'est ce qui induit beaucoup de soi-disant intellectuels africains dans l'erreur la plus terrible. C'est des gens qui croient que avant l'arrivée des Européens en Afrique, mais nous étions des petites tribus qui couraient dans la forêt. Et les Blancs nous ont apporté la civilisation. Donc, alors, à partir de ce moment, au lieu de vous rendre compte que vous avez été agressé, vous devez saluer votre agresseur parce qu'il vous a apporté la civilisation. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est une astuce incroyable. Il y a un monsieur qui raconte n'importe quoi sur les Rajas négrières. Le Sénat français le décore tout de suite. Bon, parce que c'est eux qui écrivent notre histoire. Et une fois qu'ils l'ont écrite, vous allez voir dans les manuels d'école, les manuels scolaires, c'est cette histoire qu'on nous enseigne. C'est-à-dire que les Blancs sont venus nous apprendre la civilisation. Avant qu'ils ne viennent, nous ne savions rien. Je propose, professeur, qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.
Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes deux invités sont restés avec moi pour continuer à parler de l'esclavage dont on a commémoré le 170e anniversaire le 27 avril dernier et ce 10 mai commémorera également la France la journée nationale des mémoires de l'esclavage, de la traite et des abolitions. Et justement, en France, le 21 mai 2001, le Parlement français vote une loi, dite loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, vous l'avez dit. Malheureusement, ça s'arrête là. Pour les uns, il faut aller encore plus loin, reconnaître le crime et engager la possibilité de réparation. Pas question, rétorquent d'autres qui avertissent que toute idée de réparation pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Mais comment les Africains doivent-ils se positionner par rapport à ce débat? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'historien Jean-Charles Covy-Gomez. Les Africains doivent d'abord se situer par rapport à leur propre mémoire. Il s'agit d'un fait traumatisant qui a duré presque 5 siècles, n'est-ce pas? Et donc, pour beaucoup d'Africains, la réappropriation de cet épisode douloureux de l'histoire du continent africain et de sa diaspora, cette réappropriation mémorielle n'a pas encore été faite. En Europe, il est tout à fait normal que les Européens qui ont, pour certains, par exemple, la France, et la Grande-Bretagne, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays-là ont tendance à minorer les effets traumatisants et dommageables sur les Africains et leurs descendants de cet épisode. C'est la raison pour laquelle ils opposent aux historiens africains, notamment les spécialistes de la traite négrière qui s'étaient réunis au colloque d'Haïti il y a quelques années, ils leur opposent une idée qui me paraît un peu problématique, à savoir que les descendants des Européens de cette époque-là n'ont pas à rémunérer ou à payer pour ce que leurs ancêtres ont fait. Bon, mais vous savez bien que dans des villes comme Nantes, Bordeaux, Honfleur, La Rochelle, Saint-Malo, etc., il y a encore des descendants de négriers qui jouissent du patrimoine, hein, et qui résultent justement de cette pratique esclavagiste. C'est le cas à Bordeaux, d'ailleurs, où des associations ont demandé récemment à ce que des noms de négriers soient, disons, effacés des rues, hein, et qu'on mette plutôt des progressistes qui ont milité contre l'abolition de la traite, notamment des personnes qui ont été abolitionnistes. Bon, donc c'est déjà fait en Grande-Bretagne. En Angleterre, il y a certains abolitionnistes comme Granville Sharp, etc., dont l'action est relayée publiquement, et il y a même eu des réparations en Angleterre et aux États-Unis. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une exception française et que la France est un peu réfractaire à solder, disons, les comptes avec sa propre mémoire. Louis Jochetin est avec moi, auteur de Esclavage et réparation. Comment faire face aux crimes de l'histoire? Il se dégage des propos de l'historien Covy-Gomez. Une question, c'est comment se fait-il que les descendants de négriers, donc ceux qui ont profité hier, ceux qui se sont adonnés hier à l'esclavage, bénéficient aujourd'hui du fruit de l'esclavage? Et qu'on dise, mais les descendants des victimes n'auraient pas droit à réparation. Abordez-nous cette question. Quelle est la philosophie derrière? Vous avez raison, c'est un scandale absolu. C'est même plus grave que ça, puisque en 1848, eh bien, les propriétaires d'esclaves ont reçu des indemnités. C'est-à-dire qu'ils ont reçu de l'argent, des réparations à l'envers. Pour laisser partir les esclaves, pour libérer les esclaves. Exactement, ce qui veut dire qu'ils ont reçu tellement d'argent qu'ils étaient même plus riches après l'abolition qu'avant. Qu'ont-ils fait? Ils ont ouvert des banques. La Banque de la Martinique, la Banque de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion sont issues de ça. Et ce n'est pas seulement en France. C'est vrai au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, etc. Et donc, non seulement les victimes n'ont pas eu de réparation, mais c'est les coupables qui ont reçu de l'argent.
Vous voyez à quel point le scandale est énorme. Mais Monsieur Tin, comment envisager aujourd'hui la réparation, au fond, concrètement? Alors, nous avions d'ailleurs lancé une campagne et nous avons proposé au ministre... D'abord, corrigeons qu'on ne répare pas ce qui s'est passé. L'esclavage, ça ne peut pas se réparer. Donc c'est même abusif déjà de parler de réparation. Oui et non, parce que le mot réparation est synonyme de justice. Il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans réparation. De ce point de vue... Et tous les jours dans les tribunaux, les juges font ça. Même si une personne a été tuée, eh bien c'est irréparable. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser le criminel courir sur lequel on ne peut rien faire. On est d'accord. Votre fille a été violée, on va quand même mettre en prison la personne, des dommages et intérêts, même si c'est irréparable. Voilà. Donc c'est vrai aussi pour les plus grands crimes. Bien sûr. Alors, lorsque nous avions lancé notre campagne, nous avons proposé à M. Ayrault, qui était à l'époque Premier ministre, une cinquantaine de propositions. Je vais donner quelques exemples. Restituer à Haïti, par exemple, le trésor et la rançon qui a été imposée. Par exemple, la réforme agraire dans l'outre-mer, l'annulation de la dette des pays africains, faire un musée de l'esclavage, quantité de choses. Et nous avons obtenu gain de cause avec 3 exemples que nous avons obtenus l'année dernière. Donc c'est offrir des financements publics aux États, enfin aux États d'aujourd'hui et hériter des territoires esclavagés d'hier. C'est parfaitement C'est sous cette forme que vous envisagez. De toute façon, la seule chose qui n'est pas possible, c'est d'avoir uniquement des réparations symboliques. Pourquoi? Parce que le crime n'était pas symbolique. Donc à crime global, il faut une réparation globale. Je rappelle également que vous vous battez aux côtés du Bénin pour que lui soient restitués les quelques 5000 trésors pillés pendant la colonisation. Nous avons obtenu gain de cause auprès de M. Macron, qui s'est engagé lors de son discours à Ouagadougou à restituer aux pays africains les trésors qui leur appartiennent. Ça, c'est une victoire que nous avons obtenue. Mais il a dit dans son discours en novembre 2017, effectivement, à Ouagadougou, qu'il s'engageait justement à faciliter la restitution de ces trésors. Nous sommes en train de travailler, de négocier avec les experts français. C'est en train de se mettre en place. Nous avons obtenu également de M. Hollande la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est des réparations financières pour faire des choses morales. Nous avons obtenu aussi du Conseil de Paris qu'il y ait la mise en place d'un musée de l'esclavage en guise de réparation. Je rappelle qu'il y a 12 000 musées en France, 12 musées du sabot, 0 musée de l'esclavage. Et donc là, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Qu'il faut également... Donc, d'une certaine façon, ce que je veux dire, c'est que réparer, c'est faire justice. C'est vrai. Et les gens qui sont contre la réparation sont des gens qui sont coupables de complicité de crimes contre l'humanité. Parce que ça veut dire que vous protégez les intérêts des esclavagistes, des États, des banques, des compagnies. Donc les gens qui s'opposent à la réparation, je leur conseille de réfléchir véritablement à ce qu'ils font, dire non à la réparation. La droite française est très intransigeante sur cette question. D'ailleurs, quand on a vu en 2017, me semble-t-il, lorsque le candidat Macron a commis la petite erreur de s'excuser pour la colonisation en Algérie, on l'a bien rappelé. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui s'opposent à la réparation sont coupables de complicité de crimes contre l'humanité, car ils demandent l'impunité pour les auteurs. Or, demander l'impunité, c'est organiser la récidive. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison de ce point de vue. Professeur Bemba Bong, je voudrais revenir sur la mémoire génétique et ce complexe d'infériorité que perpétueraient les descendants d'esclaves et que vous avez évoqué dans votre livre. Mais ce qui est réjouissant, c'est que vous n'êtes pas pessimiste. Vous êtes tout à fait optimiste et vous pensez effectivement qu'il est possible de transcender ce complexe d'infériorité, ce complexe d'incapacité et de réinventer, pour l'Afrique en tout cas, un nouvel avenir. Est-ce que vous sentez cela aujourd'hui chez la jeune génération, professeur? Puisque vous avez même indiqué quelques principes à respecter pour sortir de cette prison mentale. Oui. Notre problème aujourd'hui, je vous ai dit que moi j'ai grandi ici et je vois les rapports que nous avons aujourd'hui avec nos compatriotes qui sont nés en déportation. Bon, on dit afro-descendants, je dis nés en déportation. D'accord. Bon, cela veut dire que, n'oubliez pas, les Occidentaux ont pris une sorte d'habitude. Il y a un certain nombre de peuples, lorsqu'ils vont chez eux, parce qu'on leur a apporté, on lui a fait du tort, ils s'excusent. Bon, ils demandent qu'on répare, parce qu'on a déporté 6 millions ici, on a déporté tel machin ici. Lorsqu'ils viennent en Afrique,
Ils viennent avec toute leur arrogance. Il apparaît même que nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire. Bon. Cela veut donc dire que les générations d'Africains qui sont là aujourd'hui doivent comprendre que ces gens vivent de notre faiblesse. Tant que nous considérons que nos compatriotes qui sont partis ne font pas partie de notre peuple, et qu'ils se diront que, parce que c'est la thèse aussi qu'on a vendue, mais on oublie que c'est le pape qui a autorisé les chrétiens à venir mettre en esclavage les Africains. Donc, tant que nous aussi, nous considérons les uns comme les autres comme des ennemis, nous n'arriverons jamais à rien finaliser. Je vois par exemple pourquoi l'Union africaine, dans mon livre, le deuxième, réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine. Je pose le problème d'une université africaine où viendraient étudier tous les enfants d'Afrique, ceux qui sont nés en déportation, ceux qui sont nés sur le continent. Je pose vers la fin le problème d'une armée continentale qui sera constituée des filles et garçons de notre peuple, ceux qui sont nés sur le terrain, le territoire, ceux qui sont nés à l'extérieur. Et deuxièmement, les enfants africains qui sont nés en déportation doivent avoir un certain nombre de droits en Afrique, de droits naturels. Donc, vous pensez que ce n'est pas le cas? Ils n'ont aucun droit en Afrique. Vous avez jusqu'à aujourd'hui des Français qui rentrent en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa. Quand un Africain né en déportation arrive, mais c'est même un ennemi, on le considère comme un ennemi, alors qu'il a plus de droits en Afrique qu'un Français, parce que le Français, quand il rentre en Angleterre, on ne lui demande pas de visa. Mais quand un Africain vient ici, il faut qu'il présente le visa. Donc, c'est aujourd'hui à la jeunesse africaine de comprendre que nous sommes un peuple. Et moi, je dis souvent à nos compatriotes, nous fonctionnons sur 4 principes. 1, nous sommes des Africains. Il faut l'affirmer dans sa tête. Avec fierté. Avec fierté, parce que nous avons eu de grands empires. C'est pas parce que maintenant on nous fait croire que quand on est arrivé, nous étions en train de ramper comme des vers de terre. 2, il ne faut plus, parce que c'est là aussi le traumatisme, il ne faut plus donner de noms européens ni arabes à nos enfants. Il faut donner des noms authentiquement africains aux enfants. Le nom a une personnalité. Vous ne verrez jamais un Européen dire appeler son fils Lumumba, ni Sankara. 3, nous sommes des nègres marrons. Ça veut dire quoi? Nous n'avons aucune seule autorité. Nous avons déjà trop obéi aux lois des autres. Maintenant, nous avons dit, ça suffit. Nous avons une seule autorité, c'est notre peuple, c'est notre mère, c'est l'Afrique. Il faut marcher la tête haute, dites-vous. C'est ça le nègre marron. Il ne baisse jamais la tête. Il accepte tout. Même il a affronté des... 4e principe, très rapidement, va qu'on le 4e principe, un pays, une culture a un système. Le système africain, c'est le matriarcat. La mère. Vous le rappelez dans votre livre, les femmes avaient un rôle prépondérant, une place importante dans l'Afrique précoloniale. La mer, c'est la terre. Et vous allez voir qu'une fois que nous aurons adopté ces principes, vous allez voir l'épanouissement de l'Africain au plus haut niveau. Il faut respecter la femme et la mettre au cœur de l'activité économique, au cœur de la vie sociale. Voilà des aventuriers qui viennent, ils nous imposent le système patriarcal et nous, ne sachant pas quel avantage ils nous apportent, nous adhérons parce qu'ils sont nos maîtres, ils savent tout. Nous, on ne sait rien. Je propose, professeur Komba, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de notre émission. À tout de suite.
Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes deux invités sont toujours avec moi. Professeur Bemba Bong, vous êtes l'auteur de Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe, publié aux éditions Dagan, et vous avez écrit également Réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine. Merci professeur d'être resté avec moi. Louis Georgetin, auteur de Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire. Vous avez également écrit cette anthologie de tests de l'esclavage aux réparations, les tests clés d'hier et d'aujourd'hui. Merci à vous également d'être resté avec moi. 170 ans déjà que l'esclavage est aboli, même si les maîtres ne sont plus les mêmes, le phénomène persiste malheureusement sous sa forme moderne, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Faba Marwan et commentaire Victoria Deglin. Alors qu'à la fin du 19e siècle, l'esclavage ancien, dit classique, semble définitivement aboli dans la plupart des pays du monde, l'on s'inquiète de voir de nos jours de nouvelles formes d'esclavage ressurgir. Le 14 novembre 2017, la diffusion des documents chocs sur la vente d'esclaves en Libye scandalise la communauté internationale. Et pourtant, selon une étude réalisée conjointement par l'Organisation internationale du travail et la Walk of Free Foundation, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, on dénombrait en 2016 45 millions de personnes dans le monde victimes d'esclavage moderne. Outre les cas mauritaniens et libyens, ce phénomène peut prendre plusieurs formes, dont la plus fréquente demeure le travail domestique, appliqué la plupart du temps dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, les rapports entre États sont faussés, puisque de toute façon, entre les États, vous avez quoi? Vous avez les rapports d'influence, vous avez les rapports des forces, les rapports d'intérêt, et vous avez surtout plus d'un État sur 5 qui ne contrôle plus rien au sein de leur propre territoire. Aujourd'hui, la mondialisation, les grands pays sont responsables de ce qu'ils ont imposé au monde. L'exploitation des travailleurs domestiques touche surtout les femmes. Elle est favorisée par une loi du travail appliquée dans presque tous les pays du Golfe appelée kafala, un système de sponsorship des travailleurs migrants qui exige qu'un migrant soit sponsorisé par un citoyen avant de pouvoir immigrer et travailler dans le pays en question. Seulement, le système kafala confère des pouvoirs énormes aux employeurs qui détiennent le contrôle absolu sur les mouvements des travailleurs. Ces derniers ne peuvent pas quitter le pays sans l'autorisation de ceux-ci et ne peuvent pas choisir de rompre leur contrat de travail quand les conditions leur sont défavorables. Une situation qui exige des mesures d'urgence de la part des pouvoirs publics. Quel que soit le dirigeant africain, il a la mort dans l'âme de voir ce qui se passe. Mais il ne peut pas agir pour deux raisons principales. La première, c'est comment ces messieurs arrivent au pouvoir. Ces messieurs, pour arriver au pouvoir, sont obligés de se soumettre à un nombre incalculable de compromissions qui font qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, de toute façon, ils ont un pouvoir d'apparat. Le pouvoir qu'ils détiennent, ils le partagent. Et le pouvoir réel étant économique, il ne l'a pas. À partir du moment où vous n'avez pas le pouvoir économique, vous ne maîtrisez pas le pouvoir économique, vous devenez sujet de celui qui le maîtrise. Les femmes et les filles sont celles qui subissent le plus l'esclavage moderne, avec près de 29 millions de personnes, soit 71% du total. Celles-ci sont l'objet d'abus de tout genre, un fléau qui n'épargne pas les enfants, qui représentent un quart des victimes d'esclavage. Par ailleurs, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, environ 152 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans étaient contraints au travail en 2016. Louis Georgetin, le chiffre est effrayant, 45 millions d'hommes et de femmes encore réduits à l'esclavage. Le chiffre date de 2016. Comment fait-on face à ces formes nouvelles d'esclavage? Il faut être intransigeant. Il y a des formes traditionnelles qui existent, qui continuent. Il y a, en effet, ça a été dit dans le documentaire, des multinationales
Par exemple, Nestlé en ce moment est accusé d'organiser de l'esclavage en Côte d'Ivoire et au Ghana à travers le cacao. Et puis il y a cet esclavage assez nouveau lié aux migrations. Les pays africains sont affaiblis, les gens veulent partir et un migrant est une proie facile pour les réseaux. Donc il faut être absolument intransigeant. Il y a effectivement des intérêts qui font qu'on n'a pas trop envie de parler de ce sujet. On parle beaucoup de la Mauritanie, mais il faudrait parler du Sénégal, du Bénin, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, la Libye bien sûr. Donc c'est une grande partie de l'Afrique qui est concernée par ce problème et en effet, il faut une rigueur. Il faut qu'on travaille ensemble. La réponse doit être quoi? Pénale, répressive, il faut une répression pénale. Coster les dispositifs judiciaires, oui. Absolument. Et il faut même une répression militaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise des brigades qui puissent dans le désert protéger les migrants. Les bateaux qui n'y vont plus chercher les migrants en Méditerranée. Mais il faut parler aussi de ce qu'il y a entre Mayotte et Comores. Là, il y a un cimetière marin dont personne ne parle. Il faut que l'on mette en place ensemble des bateaux qui aillent sauver les personnes qu'on peut sauver. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on doit quand même faire ce que l'on peut faire. Et puis, il faut aussi une aide économique. Parce que les migrants qui sont désespérés par la situation économique de leur pays, partiront malgré tout, quels que soient les dangers. Et donc il faut mettre à disposition dans les pays des moyens économiques, des entreprises, du développement durable, agricole, industriel, pour que les gens trouvent chez eux les raisons de rester. Et s'ils sont contents chez eux, ils n'auront pas besoin de partir et de s'exposer à tous les vents. Vous avez tout à fait raison. Professeur, comment faire ce débat sans évoquer le paradoxe africain? Mais vous le dites aussi d'une certaine manière. Hier, les négriers allaient accoster leur paquebot sur les côtes africaines et ramassaient les esclaves. Aujourd'hui, ce sont des Africains qui eux-mêmes partent volontairement vers l'Europe et se noyer dans la Méditerranée. Le drame, c'est qu'on ne veut même pas d'eux. Oui. C'est douloureux de le constater, non? Le compatriote vient de le dire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique est faible. Elle est faible. Je vais vous donner un exemple. Laurent Gbagbo, il y a quelques années, il gagne l'élection présidentielle. Bon, mais ça, on ne sait pas. Moi, il a gagné l'élection présidentielle. Je l'affirme. Je vous le concède. Oui, j'en prends la responsabilité. Je l'ai déjà d'ailleurs signalé. Même la CPI maintenant est là-dessus. Bien. On vient chez nous, les jeunes patriotes qui le soutenaient, l'armée française et l'ONU ont massacré des milliers d'enfants. C'est vrai, on l'a vu effectivement. Bien. Quelle est la réaction qu'il y a eu? Le Sénégal, personne n'a réagi en Afrique. Si, regardez ce qui s'est passé ici au Bataclan. On a tué 15 personnes au Bataclan. Toute l'Europe est en deuil, même les États-Unis. Donc, nous devons comprendre que nous sommes un peuple. Et pour le moment, notre faiblesse doit être compensée par la solidarité absolue qu'il faut entre nous. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple se faire humilier. Ça fait des siècles qu'on nous humilie. Les gens viennent chez nous, ils viennent nous humilier dans notre propre pays. Vous attaquez, c'est ce que j'ai dit à nos compatriotes, les internationalistes, mais quand on tue des enfants en Côte d'Ivoire, quel est le parti politique français qui descend dans la rue pour protester? Aucun. Tout passe comme une lettre à la poste. Un non-événement. C'est un non-événement. Alors, nous devons comprendre que le destin de notre peuple est entre nos mains. Et ça va créer chez nous une sorte de réaction intellectuelle. Parce que tant que nous serons là à vivre, à subir la politique des autres, à subir ce qui nous impose, nous n'aurons même pas la capacité de savoir comment nous organiser pour nous défendre. Le cerveau humain fonctionne comme on lui demande. Tant que nous ne saurons pas que notre peuple est en danger, nous ne trouverons jamais les mécanismes, les moyens de protéger notre peuple. Nous devons protéger notre peuple. Professeur, concrètement, ces filles qui partent des pays africains vers les pays du Golfe et dont on saisit les passeports, le salaire et tout, et qui sont réduites en esclaves, comment on règle, comment fait-on face à ce phénomène qui visiblement prend de l'ampleur sur le continent? Oui, mais ce phénomène aussi, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui chez nous? On nous a imposé des dictateurs qui sont là,
Bon, voilà non, ils ne sont pas tous pareils. Il faut reconnaître quand même que ces 20 dernières années, de substantiels efforts ont été faits dans ce sens. Il y a des chefs d'État démocratiquement élus. Oui, démocratiquement élus, par leur propre démocratie. Je ne comprends pas. Une jeunesse ne peut pas fuir son pays s'il se sent à l'aise dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Il faut apporter à la jeunesse les réponses qu'il faut. Chaque fois que nous sommes venus ici, c'est pour faire les guerres des Occidentaux, au début. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi les jeunes fuient l'Afrique alors que nous sommes soi-disant indépendants depuis 50 ans Et ils vont prendre des risques énormes. Souvenez-vous qu'il y a même des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il fut un temps où on fabriquait des grandes pirogues en Afrique, dans lesquels les gars embarquaient. C'est-à-dire que vous aviez dans une plus d'une centaine de personnes, la pirogue, à peine avait quitté la côte, elle chavirait. Et ça, les gens ne le savent pas. Merci, professeur. Donc nous devons assurer la suivi de nos populations. Absolument, Louis-Georges, très rapidement, votre mot de la fin. C'est évidemment un problème de droits humains considérable, cet esclavage qui perdure. C'est aussi une question économique, parce que vous ne pourrez jamais développer l'économie d'un pays sur l'esclavage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Occident a participé à cette abolition, parce qu'il se disait, en fait, il vaut mieux des gens éduqués, qui travaillent activement. Une économie basée sur l'esclavage est une économie archaïque. Donc les gens qui croient que finalement ça arrange tout le monde, on va faire des bénéfices, ils ont tort. C'est vrai à court terme, c'est faux à moyen terme. Donc l'intérêt, autant que la morale, nous convie à mettre un terme à cet esclavage. Merci. Professeur Bemba, une note positive pour terminer cette émission. Je rappelle quelques éléments de vos écrits. Vous l'avez dit, la première déclaration des droits de l'homme, c'était en Afrique au XIIIe siècle, sous Soundiata Keita. Mais vous le dites aujourd'hui, vous avez besoin que les Africains le comprennent. Il y a des Africains aujourd'hui capables de fabriquer des trains plus rapides que le TGV, dites-vous. Il y a de l'espoir, il y a de potentiel en effet. Mais totalement. Nous avons nos ancêtres... lisez Giraud de Chartrand. Diodore de Sicile a écrit, seulement on ne trouve plus ses écrits, qu'à l'époque où les Blancs vivaient complètement dans l'obscurité des cavernes, mais les Africains maîtrisaient de la science. Allez lire Diodore de Sicile. C'est un Grec, ce n'est pas un Africain. Donc, nous devons reprendre confiance en nous, savoir que notre peuple a fait de grandes choses. Mais attendez, jusqu'à présent, comment est-ce que les gars ne savent pas comment les pyramides d'Égypte ont été bâties? Ce sont nos ancêtres qui ont conçu. Merci. Ce n'est pas les Arabes. Merci, professeur. Nous aurons l'occasion de revenir sur vos livres. Comment ne pas avoir un pincement au cœur de vous laisser partir? On aurait envie de vous écouter des heures et des heures tellement vous dites des choses sensées. Merci. Merci à vous. Merci, Louis-Georges. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.